et même tous les laboratoires, notamment MSD, qui sont impliqués dans le soutien des prestataires de services, les prestataires de services qui œuvrent et qui travaillent au niveau des centres de planning familial. Vous savez toujours que pour cette année, avec la pandémie du coronavirus, euh, la COVID-19, les répercussions en termes les répercussions sur la continuation et la poursuite des prestations ont été très importantes et ce sujet n'a pas été traité auparavant. C'est un sujet qui préoccupe les prestataires, qui préoccupe les prestataires en tant d'abord que personnel qui travaillent dans la santé, mais qui préoccupe aussi les personnes, spécialement les femmes qui sont bénéficiaires de ces prestations. Donc, nous allons aborder au niveau de ce webinaire, comme vous l'avez vu dans l'affiche, la problématique des femmes et des sages-femmes face à la pandémie du coronavirus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, donc l'Association algérienne du planning familial est une des plus anciennes associations qui œuvre sur terrain et qui œuvre dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale. Elle a été créée en 1987. C'est une association nationale puisqu'elle a une assise ou elle, est, elle se trouve au niveau de différentes wilayas du pays. Pour le moment, elle est présente dans 40 wilayas car nous avons encore d'autres comités à installer. J'espère qu'on pourra les installer durant l'année 2021 parce que c'était prévu en 2020. La pandémie du coronavirus a fait que les gens ont des difficultés à se déplacer vers d'autres wilayas. Donc, notre association, elle est spécialisée dans la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale, d'où la thématique que nous développons aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, la problématique qui est posée et qui va être développée par un des professeurs qui est très connu, que tout le monde connaît, c'est le professeur Rassim Khouja, qui va parler un petit peu du Covid et de la sage-femme et des prestations que dispensent ces sages-femmes en cette période difficile. Pour ma part, je vais peut-être faire une petite introduction sur cette problématique et cette introduction concerne notamment le maintien des services de santé essentiels et selon les orientations de mise en œuvre dans le cadre de la COVID-19, des orientations qui ont été mises en place par l'OMS, l'UNICEF et le FNUAP. Donc, ainsi, concernant cette période de COVID-19, les présentes orientations ont été élaborées exclusivement par le personnel des agences des Nations Unies sur la base d'un consensus d'experts. De nouvelles analyses et de références à des orientations de programmes de l'OMS, de l'UNICEF et du FNUAP existantes. C'est-à-dire que ces orientations sont parties des services déjà existants, mais avec des orientations face à la pandémie du Covid-19. Alors, nous savons tous que les systèmes de santé du monde entier sont confrontés à une demande croissante en soins destinés aux personnes atteintes de Covid-19, qui ont été exacerbées par la peur, la stigmatisation, la désinformation et les restrictions de déplacement qui perturbent la prestation des soins de santé, quelles que soient les affections à prendre en charge. Lorsque les systèmes de santé sont débordés et que les personnes n'ont pas accès aux soins nécessaires, cela a comme répercussion la mortalité directe due à une flambée épidémique et celle indirecte due à des affections évitables et soignables augmente considérablement. Il est essentiel de maintenir la confiance de la population dans la capacité du système de santé à répondre en toute sécurité aux besoins essentiels et à contrôler le risque d'infection dans les établissements de santé pour garantir un comportement approprié en matière de recherche de soins et le respect des conseils de santé publique. C'est-à-dire là, on est en train de parler de tout le système de santé et de toutes les prestations qui doivent être maintenues et assurées durant cette période d'épidémie pour notre pays, de pandémie mondiale.
Donc, au cours des premières phases de l'épidémie de Covid-19, de nombreux systèmes de santé ont pu maintenir la prestation de services de routine et gérer une charge de travail pour la Covid-19 relativement peu élevée. Vous savez que beaucoup de pays ont décrété les confinements, donc cela s'est répercuté sur le système de santé aussi. Ainsi, à mesure que le système était de plus en plus sollicité et que les agents de santé eux-mêmes étaient de plus en plus touchés par l'infection par le virus de la COVID-19 et les conséquences indirectes de la pandémie, il est devenu urgent de procéder à des adaptations stratégiques pour faire en sorte que les recours limités des secteurs publics et privés procurent un maximum d'avantages aux populations. Donc, vous savez très bien qu'il y a eu le confinement, et ce confinement a touché la population, il a touché même certains secteurs économiques et le secteur des services, et parmi eux aussi le secteur de la santé. Et cela veut dire que certaines structures ou certaines structures ont été, leur personnel a été mis soit à l'arrêt, soit ce personnel a été réduit. Donc, cela se répercute aussi sur la prestation de services que doivent donner secteurs, ces structures. Donc, les pays, et je reste un petit peu dans une dimension mondiale, les pays disposent de politiques différentes pour les mesures de santé publique et sociale qu'ils mettent en œuvre pour limiter la transmission de la COVID-19. C'est vrai que nous avons vu que chaque pays a réagi selon ses moyens, selon ses capacités, selon la stratégie qu'il a mis en place pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, la COVID-19. Donc, le lieu où les soins sont disponibles, la marche à suivre pour demander ces soins et les personnes qui sont sollicitées peuvent varier considérablement en fonction du contexte. Il y a des pays qui ont mis ce qu'on appelle la prestation à distance, du moins pour certaines prestations. Il est entendu que certaines prestations doivent être assurées dans les structures de santé, PMI, hôpital, polyclinique, etc. Mais il y a des prestations qui ne nécessitaient pas, qui ont été, c'est-à-dire il y a eu des systèmes justement pour pallier à la mise à l'arrêt de certaines structures et à la mise à l'arrêt des prestataires de services, ou du moins la réduction du personnel et la réduction des effectifs. Alors, Covid-19 et les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive, car nous savons que les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive et planification familiale automatiquement sont des besoins qui ne vont pas disparaître en période de pandémie. Donc, les services relatifs à la santé reproductive et à la planification familiale demeurent essentiels en temps normal ou en période d'épidémie et par conséquent restent prioritaires. Donc, on insiste sur ces services sont prioritaires et doivent être maintenus et assurés. Parce que lorsque les rencontres entre personnes sont limitées, les prestataires de soins de santé devraient adapter. D'ailleurs, voilà. Donc, puisqu'on doit maintenir, maintenant, on revient à la stratégie qui doit être mise en place pour pallier justement au manque ou plutôt à la perturbation du système de santé en général et du système de santé relatif à la santé reproductive. Donc, lorsque les rencontres entre personnes sont limitées, les prestataires de soins de santé devraient adapter la façon dont les services de contraception sont fournis en utilisant la télésanté chaque fois que possible pour le conseil, la prise de décision partagée et la gestion des effets secondaires, et devraient apporter des ajustements à la fourniture de méthodes contraceptives pour garantir l'accès. Et là, on est justement dans ce qu'on appelle la prestation de service en planification familiale qui peut être prodiguée à travers la télésanté, ce qui a été fait et le système qui a été mis en place dans beaucoup de pays. Et je ne parle pas uniquement des pays développés, ça a été mis en place par certains pays africains, ça a été mis en place par certains pays, nos voisins dans la région du monde arabe, notamment nos voisins du Maroc, qui ont assuré les prestations à travers un réseau mis en place, un réseau de médecins
qui répondent aux besoins des femmes. C'est-à-dire, il y a eu des téléconsultations. Donc, quand ce n'est pas nécessaire, quand la personne ne nécessite pas une prise en charge sur le plan soin, donc tout ce qui est contraception et tout ce qui est counseling, conseil et prise de décision, ça parce qu'il y a une prise de décision conjointe entre le prestataire de service et la femme. Donc, ça a été assuré par le biais d'un système de télésanté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Algérie parce que nous n'avons pas eu réellement de feedback, mais à notre connaissance à ce jour, ce système n'a pas été assuré, mis en place en Algérie, c'est-à-dire dans les structures, dans les PMI ou dans les centres de planning familial, mis à part peut-être pour certains médecins privés. Alors, comme je l'ai dit au départ, les orientations ont été mises en place par les agences, certaines agences onusiennes, notamment l'OMS, qui est bien sûr l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec l'UNICEF et le FNUAP. Donc, ces orientations ont commencé, c'est-à-dire l'OMS s'est penchée sur la problématique à partir déjà de juin, parce que vous savez que l'épidémie ou la pandémie s'est déclarée en mars et donc a eu des répercussions, surtout que cette pandémie était très virulente au départ, les premiers mois, et beaucoup de pays ont pris du temps pour ajuster un petit peu leur système de santé, parce que cette gestion nécessite quand même tout un chamboulement, une perturbation dans le système de santé classique. Donc, à partir de juin, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, reconnaissait que les pays se trouvaient à des stades différents du scénario épidémie, effectivement, parce que l'épidémie n'a pas touché tous les pays de la même manière, avec la même proportion. Donc, à des stades différents du scénario épidémie-transmission du Covid-19. Donc, le scénario 1, aucun cas signalé. Donc, il y a quand même des pays qui ont échappé à ça, qui sont très peu. Le deuxième cas, des cas sporadiques, donc pas une grande, diffusion de l'épidémie au niveau du pays. Le groupe 3 ou le cas 3, c'est un groupe de cas, c'est-à-dire plus ou moins important. Et enfin, le scénario 4, c'est la transmission communautaire, comme on l'a vu dans certains pays qui étaient très, très touchés. Et cela, bien sûr, ça s'est répercuté sur le système de santé, c'est-à-dire toute la marche du pays. Mais nous, on reste un petit peu sur le système de santé. Donc, les mesures qui ont été recommandées, ou les recommandations qui ont été données, c'est que les mesures de santé recommandées par l'OMS pour les 4 scénarios, hein, parce que là, on était, même on est dans le scénario 1, donc il fallait quand même aussi que ces orientations concernent tout le monde, parce qu'on ne savait pas comment allait évoluer la propagation. Donc, les mesures de santé publique recommandées par l'OMS pour les 4 scénarios incluent, premièrement, la distanciation. En particulier, il est essentiel de maximiser l'utilisation d'une approche de soins sans contact lorsque cela est possible. Et d'ailleurs, la recommandation principale était utiliser la télésanté. C'était une des recommandations de l'OMS pour beaucoup de prestations, y compris les prestations relatives à la planification familiale et à certaines prestations de santé reproductive. On ne parle pas de la grossesse, de l'accouchement et la prise en charge de l'accouchement et de la femme enceinte, qui peut, à certains stades, être assurée par un système de télésanté, mais qui nécessite aussi parfois une prise en charge directe. Donc, l'OMS recommandait l'utilisation de la télésanté pour les services communautaires en général et pour le counseling. Donc, vous savez que là, on rentre un petit peu dans comment cette pandémie s'est répercutée sur aussi sur les personnes, sur le côté affectif et sur le côté professionnel. Donc, au début de la pandémie, le secteur
comme l'imaginaire collectif, parce que la population aussi, c'est-à-dire on a une tendance comment appréhender les choses, comment appréhender cette pandémie, comme l'imaginaire collectif ne pense pas forcément que le métier de sage-femme se trouve en première ligne et est donc sujet à s'exposer à des risques concernant la COVID-19. C'est vrai qu'on a eu tendance beaucoup plus à penser aux médecins qui étaient dans les services recevant des malades de COVID-19, mais par rapport à la planification familiale, beaucoup de gens pensent que la prestation chez les sages-femmes ou dans certaines structures de santé, c'est des personnels qui ne sont pas très exposés, ce qui est faux, hein. Une illusion collective qui se retrouve bien vite rattrapée par la réalité du terrain. En tant que sage-femme, on pense que nous sommes, c'est ce que dit une sage-femme, hein, en tant que sage-femme, on pense que nous ne sommes pas vraiment touchés car les patients arrivent sur deux pieds et en bonne santé. C'est-à-dire, en général, les sages-femmes ont affaire à des personnes parce que la contraceptante n'est pas une malade. La contraceptante, comme vous le savez toutes, vous, les sages-femmes du moins, et les prestataires de services des structures de planning familial, on parle plus de parturiente, on parle aussi de cliente. Donc, c'est une femme qui est en bonne santé, qui, normalement, ou théoriquement, n'a pas de problème. Sauf qu'on vous apprend qu'en fait, certaines personnes sont asymptomatiques. Ça veut dire déjà, vous ne savez pas quelles sont les personnes qui sont touchées, qui ne sont pas touchées. Donc, les femmes, la sage-femme, au départ, on pensait qu'elle n'était pas exposée, mais quand elle reçoit une femme qui est déjà atteinte du Covid et asymptomatique, donc elle est exposée. Donc, la réalité a rattrapé tout le monde et donc a amené que ce soit l'organisation de santé, l'Organisation mondiale de la santé et même les institutions sanitaires, notamment les ministères de la Santé, à revoir un petit peu cette vision que la réalité a prouvé, c'est-à-dire que le terrain et la réalité ont prouvé qu'elle était fausse. Donc, en tant que sage-femme, on pense que nous ne sommes pas vraiment touchés car les patients arrivent sur deux pieds en bonne santé. Sauf qu'on vous apprend qu'en fait, certaines personnes sont asymptomatiques et que donc forcément certaines mères seraient des porteuses saines, voire malades. Et là, ça change de nombreuses choses et très vite, il faut comprendre et appliquer les mesures de sécurité. Donc, les mesures de sécurité concernent aussi les centres de planning au même titre que les autres structures de santé. Dans un secteur où il est quasiment impossible d'agir sans avoir un contact direct et proche de la patiente, parce que la sage-femme, quand même, son activité, c'est de travailler directement avec les femmes, donc elle est amenée à la toucher, ne serait-ce que pour, par exemple, placer un DU ou bien prendre la température. Donc, il y a quand même un contact physique. Donc, dans un secteur où il est quasiment impossible d'agir sans avoir un contact direct et proche de la patiente, les travailleuses ont très vite commencé à s'interroger sur comment maintenir leur mission cruciale tout en respectant la sécurité des patients, mais également la leur, parce que la sage-femme aussi doit se protéger. Ma première réaction, rapporte une sage-femme, fut d'abord de savoir comment la prise en charge des patientes allait pouvoir s'organiser avant, pendant et après l'accouchement. Et là, le problème se pose encore plus quand il y a le suivi des grossesses et quand il y a l'accouchement encore plus. Vous le savez tous pour les sages-femmes qui sont en maternité. J'ai pensé à toutes ces futures mères seules avec leurs inquiétudes, parce que les femmes aussi, et notamment celles qui sont en période de grossesse, alors là, c'est des femmes qui vont se demander comment va se dérouler leur grossesse. Et ça, c'est ce qui a été constaté dans beaucoup de pays où il y a eu des études, où il y a eu des recherches, et comment allait se faire leur prise en charge. Et elles ont aussi des inquiétudes au moment de l'accouchement, parce qu'elles peuvent être dans une structure où c'est en présence de personnes qui sont infectées ou dans une structure infectée et qui peut-être au départ, elles ne le sont pas, mais le seront plus tard. Donc, après l'accouchement, j'ai pensé à toutes ces futures mères seules avec leurs inquiétudes, les questions et préoccupations qui sont normales lors d'une grossesse, parce que c'est vrai que même une grossesse, elle présente certains risques. Donc, en temps normal, déjà, il y a des risques auxquels les femmes pensent, surtout lorsque c'est le premier bébé, mais aussi les nouvelles questions liées au virus. Donc, cela s'applique aussi à la santé reproductive. D'ailleurs, c'est vrai que dans certains pays,
je sais pas, bon, je ne veux pas parler d'une autre parce que ce serait bien qu'on ait après une étude sur comment les structures de santé ont été prises en charge par nos institutions, par le gouvernement, parce que c'est des structures de santé qui prodiguent aussi des soins, dont les sages-femmes sont en contact avec les personnes et aussi on sait que quelles que soient les circonstances, les femmes continuent d'avoir des bébés et donc elles nécessitent une prise en charge et un maintien des prestations et un maintien des prestations et donc du travail continu. Alors, donc, comme le disent certains sages-femmes, en tant qu'agents de santé de première ligne, parce qu'elles sont en première ligne, on a tendance à penser que seuls certains médecins sont en première ligne, mais les sages-femmes aussi le sont. Et quand je dis sage-femme, bien sûr, aussi les médecins de PMI, les gynécologues, on n'exclut pas, parce qu'on n'exclut pas les autres prestataires de services qui font le même travail et qui sont aussi exposés que les sages-femmes, et notamment les gynécologues dans les maternités, on le sait, les médecins qui travaillent en maternité, ce qui signifie que les femmes enceintes et les nouveau-nés le sont également. Ça veut dire que nous avons vu que certaines patientes ont été contaminées par soit les médecins, par les sages-femmes, comme le contraire. Donc, la problématique de la pandémie du Covid-19 pose le problème de la prise en charge des personnes et l'empêchement de la contamination d'une personne à une autre. Donc, les mesures de sécurité sanitaire sont aussi importantes dans les structures de planning familial, au même titre que dans les hôpitaux, au même titre que dans les maternités. Donc, ce qui signifie que les femmes enceintes et les nouveau-nés le sont également. Nous devons prendre des mesures urgentes pour protéger les sages-femmes et notamment leur fournir les mêmes équipements de protection individuelle que ceux utilisés par les autres agents de santé de première ligne pour se prémunir de la contagion. Donc, c'est toute la problématique pour beaucoup de pays, ça a été cela, parce qu'il y a eu une priorisation des structures, il y a eu une priorisation par rapport à la protection des agents de santé, quand je dis agents ou des employés de santé en général, médecins, tous les médecins, les sages-femmes, les paramédicaux, etc. Donc, face à la dimension qu'a pris cette pandémie et cette épidémie à l'échelle des pays, c'est-à-dire les autorités ont dû faire des choix. C'est peut-être difficile, ça n'a pas été facile pour tous les pays, d'autant que les pays c'est-à-dire les moyens dont disposent les pays diffèrent d'un pays à un autre selon peut-être le stade de développement de ce pays, selon aussi les ressources qu'il a. Il y a des pays pauvres, des pays qui ont des moyens, des pays qui n'ont pas de moyens. Et cela a dû être un très grand dilemme pour toutes les autorités parce qu'il y avait des choix à faire. Mais ceci dit, selon les orientations de l'OMS, et là on est sur les orientations parce qu'on parle de santé reproductive et on parle quand même des personnes, des sages-femmes qui sont en première ligne, on l'a dit, parce que beaucoup pensent que les sages-femmes ne sont pas en première ligne, surtout celles qui ont continué à assurer les prestations de planning familial et de santé reproductive. Donc, l'orientation aussi était que la protection des sages-femmes, la protection des sages-femmes constitue une protection aussi pour les femmes. Parce que les sages-femmes peuvent être contaminées de par leur environnement, l'environnement dans lequel elles évoluent, et elles peuvent être elles-mêmes un vecteur de contamination pour les femmes qui viennent les voir. Comme c'est aussi, la situation peut être une situation contraire, c'est-à-dire la sage-femme peut être contaminée par les femmes qui viennent chez elle et qui sont asymptomatiques, ou même les enfants, parce qu'on sait que les enfants sont porteurs sains, puisqu'il y a aussi les prestations de pédiatrie qui sont assurées dans certaines polycliniques dans certaines polycliniques dans lesquelles se trouvent aussi des PMI. Voilà, merci. Je vous remercie pour avoir
participer ou pour avoir été, c'est-à-dire pour avoir suivi cette communication. Et si vous avez des questions, ben, on pourra y répondre en attendant que monsieur, avant de passer la parole au professeur Khouja qui va encore vous parler de cette problématique, peut-être avec plus en abordant un côté beaucoup plus technique que moi. Merci. Mhm. J'enlève le partage. OK. Mhm. Oui, oui, d'accord. Professeur Khouja va venir dans un petit moment. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires aussi, hein, parce que ce serait le bien, les commentaires seront les bienvenus, parce que nous ne sommes pas, l'épidémie du coronavirus est toujours là, et donc pour ceux qui sont dans des PMI et qui ont vécu ces situations, il serait intéressant qu'on ait aussi votre feedback. Voilà. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas pu se brancher, hein. Alors, ah, et j'aimerais quand même dire à ceux qui nous suivent que notre président, le président de l'association, M. Cheib Ali, s'excuse de n'avoir pu participer pour des raisons de santé. Voilà. C'est bon? Bonjour. Voilà, je passe la parole au professeur Khouja. Vous savez, il y a des problèmes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se brancher. Voilà, merci. Ah, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut. Ça va. Il est Très baisse. baisse. Ah, ça c'est joli. Aïe, aïe. Euh, non, un des MST.
Je vais la partager. Tu me dis si je commence. Hein? Alors, on va commencer. Tout le monde est là? Vous m'écoutez? Alors, on va commencer à remercier déjà les laboratoires MSD, Organon, qui nous ont permis un peu de participer à ce webinaire, parler un peu de la contraception à l'ère du Covid. Vous voyez, lors quand il y avait la manifestation il y a 8 mois de ça, 9 mois de ça, au début mars, il y avait tout le monde a parlé un peu de la maladie Covid, on a parlé un peu de la transmission de la maladie, on a parlé de comment éviter et on a donné des directives et personne n'a parlé de contraception parce que ça passait au second rang. Vous allez voir que c'est un problème de santé publique mondiale. Il faut parler de contraception. Pourquoi? Parce que l'absence de contraception risque d'entraîner des grossesses non désirées, risque d'entraîner des grossesses à haut risque et risque bien sûr d'entraîner un taux d'augmentation de taux de mortalité et de morbidité maternelle et de fœtale. Comment on passe à notre vidéo, s'il vous plaît? Comment je fais passer? C'est bloqué. Je suis désolé, 2 minutes, on a un petit problème. Ah non. Alors, pourquoi parler de contraception dans cette pandémie de Covid-19? Alors, parler de contraception, il est impératif. Pourquoi? Parce que déjà la pandémie a fait reculer l'accès aux contraceptions. C'est-à-dire la contraception, maintenant 60 ans qu'on est en 2020, en fait la 60e année depuis l'autorisation de la mise sur le marché de contraception, et contraception est considérée maintenant par l'Organisation mondiale de la santé comme un médicament. Et dans ce cas-là, quand il y a cette pandémie de Covid, eh ben, l'accès aux contraceptions était un peu amoindri. Et deuxièmement, l'interruption des services de planification qui auront comme conséquence terrible, je dirais catastrophique pour les femmes. J'ai des grossesses non désirées, etc. L'infection Covid. L'infection Covid a un impact déjà dans le système de santé en général, d'accord? Et cet impact qui va avoir un risque avec un coût accru, bien sûr, et l'impact va être sur les maladies, différents types de maladies, bien sûr, sur le retard dans la recherche et l'accès à la réception des soins. Et bien sûr, cette pandémie va faire reculer, je dis, la contraception. Et deuxièmement, il y a un intérêt particulier pour cette planification familiale qui est, si on veut assurer le bien-être, si on peut préserver la santé de la femme, eh bien, il y a des avantages dans réduire la mortalité. Dans la mortalité, bien sûr, qui a été réduite, qui va être réduite, qui est important et nécessairement impératif d'être réduite pour être, quand on voit chez nous, qui a été réduite de 120 cas pour 100 000 naissances de femmes, qui à 60 en l'an 2014 et on est arrivé à 57 en l'an 2020. Alors, deuxièmement, le pourquoi Covid. Pourquoi? Grossesse à l'ère du Covid, c'est une grossesse à haut risque. Mais on ne sait pas la grossesse à l'ère du Covid. Eh bien, des constats. Des constats, vous allez voir que c'est des constats, on ne sait pas quel est le type de grossesse. Même si on nous dit, nos collègues, nos amis chinois ont vu déjà en 2003 la pandémie SARS Covid. Et maintenant, on dit le type de grossesse qui ne va pas avoir d'une grossesse à risque, sera une grossesse normale, mais on ne sait pas. De nos jours, il y a eu des grossesses qui ont été compliquées. On ne sait pas la terminaison de la grossesse, comment va se terminer avec la contamination materno-fétale. Même on est sûr maintenant qu'il n'y avait pas de passage in utero, ça est transplacentaire, et même un passage à la naissance, que la femme peut allaiter et qu'elle peut prendre de contraception. Mais toujours des questions qui ont été posées et qui resteront posées toujours dans cette pandémie, qui risque de durer encore plus longtemps. Deuxièmement, la prévalence des grossesses à risque.
Et vous commencez du jour maintenant, il y a beaucoup de risques. Le risque peut être prévisible, le risque peut être potentiellement prévisible, et vous avez de risques imprévisibles. D'ailleurs, en parlant de grossesse normale sans pandémie, que le risque dans la maternité, il n'y a pas de maternité sans risque, mais il va y avoir un risque qu'il faudrait gérer, qu'il faudrait faire un suivi de grossesse, qu'il faudrait faire un accouchement dans un milieu hospitalier, qu'il faudrait faire des accouchements médicalisés et assistés, qu'il faudrait donner une contraception, qu'il faudrait favoriser et apprendre à donner le sein à la maman, etc. Alors, pourquoi la planification familiale devait être une priorité dans ce domaine? Eh bien, la planification va être parce qu'on sait maintenant quand on donne de la pilule, et surtout les pilules modernes, eh bien, on diminue les grossesses à risque, on diminue la mortalité. Ce qu'on sait, que cette contraception diminue 50% des grossesses non désirées. Donc ici, on va parler de grossesses non désirées, et la contraception permet de sauver la vie des femmes, la vie des enfants, d'accord, et améliore le bien-être de la femme. Et troisièmement, la répercussion potentielle de la maladie Covid-19 sur la planification, eh bien, si dans cette pandémie, 47 millions de femmes, c'est dans les 6 premiers mois, étaient, bien sûr, lors du confinement, il y avait une perturbation liée au confinement, c'est-à-dire les femmes ne prenaient pas de contraception, et le risque de plus de 7 millions de grossesses non désirées en plus était noté. Donc, on risquait d'avoir un taux de natalité qui est important, bien sûr, et en plus ça, le nombre de grossesses non désirées qui va être important, et qui a été estimé déjà à 7 millions. Le troisième pourquoi de la prise de parler de la contraception pendant le Covid, et surtout chez nous, eh ben, ce taux de mortalité, ce taux de natalité, bien sûr, et vous avez, qui a été déjà remarqué en 2000, en l'an 2000, où il y a un taux de croissance qui est important. Puis en 2014, on avait plus d'1 million de naissances, 1 million de naissances en 2014. En 2020, on est arrivé à 1 million 400 000 naissances. Et là, il faut parler de ce problème de contraception, et surtout pendant cette période de Covid. Alors, problème de contraception, ce n'est pas un problème de santé publique. Problème de santé publique mondiale, ce n'est pas le planning familial qui parle, mais vous avez dans tout le monde, parle de contraception et parle comment acheminer le produit contraceptif dans des régions déshéritées. Alors, vous avez l'OMS, déjà l'OMS qui a parlé et qui a publié, qui a entraîné, qui a donné des instructifs et qui a donné des conseils, et qui a parlé, qui a répondu à certaines questions que tout le monde peut avoir, l'implication de la COVID-19, son implication pour les programmes de planification familiale. Et vous avez la FIGO aussi, et qui a parlé un peu et qui a donné des directives, et a dit que les conséquences de ne pas fournir ces services, c'est-à-dire là, le planning familial, peut résulter un agrandissement de la mortalité maternelle et néonatale à cause d'une augmentation des grossesses involontaires et non planifiées. C'est-à-dire, on a tiré la sonnette d'alarme et on a commencé à dire, et on a donné des points, des directives, élargir les services de planification, bien sûr, et mettre en place, comment élargir, comment parler, et on a parlé mettre en place de la télémédecine. C'est-à-dire, on a de la télémédecine pour créer des consultations, c'est-à-dire télémédecine et planning familial. Planification du postpartum, on vous dit surtout en matière de cette ère de Covid, eh bien, le postpartum qui reste une période qui est un peu délicate, donc il faudrait planifier cette contraception, et les soins prénatals, les accouchements et les soins prénatals peuvent être les seules possibilités pour les femmes accéder à une contraception. Eh bien, il faut capter ces femmes-là pendant cette période, pendant le postnatal, et les contracepter, bien sûr. Voilà les recommandations qui ont été instaurées par la FIGO. Alors, consultation, et on a programmé un peu comment peut se faire une consultation durant l'épidémie, une consultation de contraception durant l'épidémie de Covid. Alors, la situation épidémique actuelle nous amène à concilier les éléments majeurs suivants. Alors, quels sont les éléments? Assurer la couverture contraceptive. Un, c'est-à-dire
assurer toujours cette couverture contraceptive. Et deuxièmement, limiter les déplacements, c'est-à-dire on limite les déplacements pour éviter la contagiosité de la maladie, du virus. Eh bien, limiter les déplacements, les contacts entre patientes, les contacts avec les soignants, c'est-à-dire ne pas dire aux femmes, surtout de nos jours, ah, qu'il y a un Covid, il ne faut pas venir, ça, il n'y a plus de contact. Non, il faudrait assurer, il faudrait s'organiser, il faudrait limiter, il faudrait programmer, et même si c'est encore plus, éviter un report de consultation vers les hôpitaux. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait les consultants dans les hôpitaux commencent à travailler et travaillent et dans les centres de planning familiaux, il faudrait organiser les consultations tout en modulant la durée, les rendez-vous et bien sûr, tout ça peut se faire d'une manière organisée. Le collège a mis des propositions, le collège français du gynécologie, alors tous les collèges ont mis des propositions. Le collège national de gynécologie obstétrique français a émis les propositions suivantes. Conseiller d'organiser à la demande des consultations de contraception. Alors, comment il faut? Consultation, alors, il faudrait éviter une consultation présentielle, c'est-à-dire la malade ne se déplace pas en première intention, sauf c'est pour les femmes, cas particulier. Dans ce cas-là, préférez le téléphone, visiophone, Sky, similaire. C'est comme on fait les webinaires par téléconférence. On peut proposer. Sinon, il faudrait, s'il y a un doute, c'est-à-dire sur l'interrogatoire, les facteurs de risque, etc., s'il y a un doute, eh ben, il faudrait passer une consultation présentielle, convoquer la malade pour une contraception et présentant des symptômes. Soit elle a des symptômes de Covid et elle a des signes, soit il a une maladie pour poser une interrogatoire, par exemple, rechercher, faire un examen cardiaque. Et de là, il faudrait rechercher. Sinon, pour une contraception et une femme normale qui a des symptômes de Covid, par exemple, elle doit être reportée. On va traiter la Covid et après, elle passera à la consultation présentielle. Deuxièmement, téléconsultation pour renouvellement d'une contraception. C'est-à-dire, elle est là pour renouvellement des suivis, elle vous appelle. Eh bien, on peut faire la consultation par télémédecine. Eh bien, ce sera la surveillance habituelle. Elle peut se faire au début annuelle, une contraception normale. Le renouvellement, alors, il y a le renouvellement des trucs. Maintenant, on dit que la pilule est des médicaments. Elle ne peut pas être donnée sans ordonnance médicale, c'est-à-dire théoriquement. Le renouvellement, eh ben, dans cette ère de Covid, eh ben, il est possible de renouveler des médicaments par le pharmacien 6 mois après la date valide des ordonnances. C'est-à-dire après, on lui donne 3 mois, et il y a le télémédecine, elle peut partir chez le pharmacien et avoir sa contraception, pilule, patch, anneau, etc. Et dans le contexte actuel, eh ben, le décret autorise les pharmaciens à délivrer les médicaments pour 3 mois. Même si l'ordonnance est périmée, eh ben, on a conseillé à donner, c'est-à-dire il y a maintenant des décrets qui permettent aux pharmaciens de donner. Alors, dans ce coronavirus, on peut délivrer la pilule sans ordonnance et un décret autorise les pharmaciens à délivrer la pilule contraceptive sans renouvellement. D'accord? La mesure concerne aussi les traitements chroniques, d'accord, pour éviter pour éviter que les gens partent dans des consultations et voient le truc, on peut renouveler le traitement chronique via la pharmacie. Et elle permet d'assurer le suivi des traitements des patients dont le risque est d'être mobilisé par l'épidémie. C'est-à-dire, on bloque le passage des gens et la sortie des gens, bien sûr, et on peut assurer. On peut faire une télémédecine pour une initiation de contraception. C'est-à-dire, à la femme, premièrement, au lieu, on ne se déplace pas. Une téléconsultation, est-ce qu'elle est acceptable? Oui, elle est acceptable. Qu'en présentiel, recommandé vérifier l'absence de facteurs de risque, par exemple âge, l'âge tabac, si elle fume, l'accident thromboembolique, afin d'évaluer les facteurs de risque. S'il n'y a pas de facteurs de risque, en particulier cardiovasculaire, on peut proposer une contraception via télémédecine. Deuxièmement, en cas de doute, il est préférable de prescrire un contraceptif progestatif microdosé. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si dans le cas de doute, eh bien, on donne un progestatif microdosé. La prise de tension peut être faite au niveau des pharmacies, d'accord, et réserve si la tension dépasse 14,8. Dans ce cas-là, et en période d'épidémie, on ne donne pas, on donne des microdosés. Il n'est pas souhaitable d'orienter une contraception, il n'est pas souhaitable de refuser l'initiation d'une contraception en l'absence de mesures de tension artérielle. Le pharmacien peut le faire. Et un bilan biologique préalable est inutile en l'absence de facteurs de risque. Si une femme jeune, moins de 35 ans, ce n'est pas la peine de donner un bilan. On peut démarrer une contraception par télémédecine et la consultation de renouvellement peut se faire par la même télémédecine. Qu'en est-il de l'implant?
est-ce qu'elle est pour un suivi, un plan contraceptif? Et on vous dit que dans ce cas-là, tout changement de contraception longue durée d'action peut être reporté de quelques mois. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller dans les consultations, sauf dans le cas des urgences, des signes cliniques. C'est-à-dire, il ne faut pas aller en consultation, on peut attendre et reporter, renouveler l'implant contraceptif après la pandémie. Alors, est-ce qu'il y a je vous rappelle un peu les dates et les principaux renouvellements. Et pour vous dire, par exemple, on recommande un peu de renouveler, par exemple, des cuivres 5 ans, renouveler, euh, par exemple, Mirena 5 ans à 7 ans. Vous pouvez avoir un explanant, on vous dit, on peut le renouveler, on peut le laisser 5 ans possible. Inutile de changer le DU de cuivre au-delà de 40 ans, c'est-à-dire il faut le laisser. Inutile de changer le DU au lévonorgestrel au-delà de 45 ans. On vous dit, oui, on peut, c'est-à-dire on peut attendre. Alors, la télémédecine à distance permet pour évaluer la pose de DU ou un plan programmé. Dans ce cas-là, on peut programmer une consultation, d'accord, et renforcer. Préparer la pose d'un LARC, éviter une attente prolongée en salle d'attente, tout ça va se faire en amont, préparer une consultation LARC et bien sûr donner un rendez-vous précis pour la pose ou le contrôle du dispositif ou la pose de l'implant contraceptif. Est-ce qu'il y a nécessité de rechercher le chlamydia chez les femmes de 25, moins de 25 ans? On vous dit non, il n'y a pas de nécessité. Euh, on peut poser un dispositif et rechercher le chlamydia au moment de la pose. Est-ce qu'on peut changer une contraception, changement de télémédecine? Il convient de discuter, ça se voit, on peut changer une contraception, rechercher les facteurs de risque, bien sûr, prise de tension au moment de l'achat de contraceptifs et bien sûr, proposer comme il s'agit d'une initiation de contraception initiale. Qu'en est-il de la contraception d'urgence? Alors, le collège dit il est déconseillé, il est conseillé plutôt d'associer une prescription systématique d'une contraception hormonale d'urgence. Il convient de rappeler cette contraception est présente au niveau des pharmaciens, est présente, elle est gratuite pour les mineurs et dans les centres de planning familial. Et bien sûr, les préservatifs aussi sont présents, ils sont gratuits. Alors, quelques conseils, questions et réponses que l'OMS a donné. Alors, première question, la contraception. Le planning familial sont-ils sûrs pendant la pandémie du Covid? On vous dit, est-ce que cette contraception est sûre? Eh bien, vous dites oui, on répond, toutes les méthodes modernes de contraception pouvaient être utilisées en toute sécurité. On dit oui, on pouvait utiliser n'importe quelle méthode de contraception, bien sûr, en fonction du choix, en fonction du terrain et en fonction des contre-indications. Deuxièmement, je veux éviter de tomber enceinte pendant la pandémie Covid. Que je dois faire? Alors, si en fonction de la disponibilité, on vous dit oui, vous pouvez prendre de la contraception, mais en fonction de la disponibilité, puisqu'il y a eu rupture de stock, il y a eu rupture surtout, c'est l'OMS qui parle, c'est dans le monde, il y a certains pays où il n'y a pas eu apport de cette contraception, mais on peut dire, vous pouvez utiliser d'autres méthodes contraceptives, bien sûr, si elles sont disponibles, vous dites oui, mais il peut être difficile d'avoir accès à toutes les méthodes contraceptives disponibles dans votre pays en raison des restrictions de mouvement. Dans ce cas-là, vous demandez conseil par télémédecine, on vous prescrit votre pandémie, votre truc, et on dit demandez conseil et vous pouvez utiliser d'autres méthodes contraceptives, les mini-pilules, les préservatifs, etc., les spermicides. Et si la femme est en postpartum, il est conseillé d'utiliser la méthode d'allaitement maternel qui reste valable. Alors, je ne peux pas accéder à la méthode contraceptive. On vous dit, vous utilisez la méthode contraceptive qui est présente, c'est-à-dire qui est présente en l'utilisant. Et toutes les méthodes sont valables selon l'OMS, savoir la mini-pilule, les préservatifs, le diaphragme, l'allaitement maternel, tout ça si vous ne trouvez pas les pilules, la contraception idéale. Quelle est la meilleure méthode de contraception pendant la pandémie du Covid? Est-ce qu'il y a une méthode? Toutes les méthodes sont valables, modernes sont valables et contribuent à prévenir les grossesses non désirées. On vous dit que toutes ces méthodes sont justes. Il existe une grande variété. Les préservatifs, lorsqu'ils sont utilisés d'une manière cohérente et correcte, sont la seule méthode de contraception qui contribue à prévenir les grossesses non désirées et à protéger contre les maladies sexuellement transmissibles.
D'accord? On vous dit aussi qu'ils peuvent être utilisés avec les autres méthodes. Alors, on va parler des préservatifs, on va parler des spermicides, on va parler des microprogestatifs, de la mini-pilule qui peuvent être présentes. Est-ce que je peux changer de méthode contraceptive? Est-ce que c'est possible? On dit oui, vous pouvez changer votre méthode de contraception. D'accord? Et en fonction de la disponibilité de ces méthodes de contraception au niveau du pays, de votre pays, et bien sûr, vous pouvez changer en revenant un peu sur la télémédecine discutée. Je veux retirer une autre question, je veux remplacer mon implant au MonDU. Est-ce que je peux le faire pendant l'ère du Covid? Et dans ce cas-là, tous les organismes, que ce soit international, que ce soit les collèges des pays, eh bien, le retrait des méthodes de longue durée peut être retiré, peut être reporté à une autre île aérienne en raison de, de, de la pandémie, bien sûr. Bien sûr, et pouvez, alors, s'il y a, par exemple, si c'est un stérilet, on vous dit qu'il ne faut pas le retirer d'une manière comme ça parce que vous devez avoir une assurance qu'il y a d'autres méthodes contraceptives présentes. D'accord? On vous dit il faudrait attendre. Alors, pourquoi il est important de fournir les services de contraception familiale, d'accord, les informations, ça c'est important, bien sûr, j'ai dit que pour éviter toutes les grossesses à risque, pour éviter les avortements volontaires et bien sûr pour diminuer le taux de morbidité, de mortalité maternelle. Alors, pilule est un sujet qui est un peu passionnant. On dit maladie pandémie, maladie inflammatoire pulmonaire, maladie vasculaire, maladie du système, et on va parler de maladie qui risque d'entraîner une maladie thromboembolique générale qui risque d'entraîner la mort. Alors, la pandémie affecte de manière à la prévention des maladies, de la prise en charge des maladies thromboemboliques et artérielles et veineuses. Alors, j'ai dit, dans l'ère du Covid, il y a maladie thromboembolique. Et si on reprend un peu par exemple, là, les accidents chez les femmes de contraception, eh bien, vous allez voir que les maladies thromboemboliques sont les plus fréquents, telles que l'embolie pulmonaire. Et secondairement, vous pouvez avoir les infarctus, les accidents artériels, infarctus et accidents vasculaires. Et quand on voit surtout dans le postpartum, les maladies thromboemboliques est un facteur de risque important. En effet, le risque, l'incidence de la maladie thromboembolique est augmentée. Vous avez une augmentation de 4 fois à 10 fois plus importante. Et vous avez aussi, bien sûr, que cette manifestation thromboembolique peut durer jusqu'à 6 semaines. On vous dit, faites attention, surtout en prenant la pilule, dans la période du postpartum, parce que là où il faudrait contracepter les femmes, il y a un risque de maladie thromboembolique. Deuxièmement, on vous dit, là, avec la pilule, bien sûr, le risque veineux des pilules contraceptives, surtout deuxième, troisième génération, vous avez un taux d'augmentation de maladie thromboembolique qui est présent. Alors, quand on veut conclure, on veut toutes les contraceptions œstroprogestatives augmentent significativement les maladies thromboemboliques et les maladies ces contraceptions. Attention, ils sont dangereuses. Pourquoi ils sont dangereuses? Parce que sans l'utilisation en période du postpartum immédiat vont aggraver la maladie thromboembolique et l'utilisation avec les pilules deuxième, troisième génération, le risque est multiplié par 2. On vous dit qu'il faut faire très attention, il faudrait examiner, rechercher des facteurs étiologiques et des facteurs de risque et bien sûr et prescrire une contraception en fonction des. Alors, risque veineux et progestatif, dans ce cas-là, on va étudier les progestatifs. Et je dis en conclusion que les progestatifs non injectables, micro, implants, DU à la progestérone, n'entraînent pas ou ne sont pas associés à un risque de maladie thromboembolique. C'est-à-dire, on peut donner en évitant les maladies thromboemboliques et surtout pendant l'ère du Covid. Et la contraception aux progestatifs sont autorisées, surtout en période délicate qui est le postpartum. Voilà. Alors, contraception, particularité dans le postpartum, on l'a dit, d'accord, surtout en période de Covid, voilà, j'ai dit, surtout penser à ces maladies thromboemboliques qui sont là, et la contraception progestative qui peut être utilisée pendant cette période du postpartum. Alors, il est recommandé de proposer une contraception progestative par voie orale ou sous-cutanée, sans restriction de délai dans le postpartum. Alors, Covid et risque de maladie thromboembolique. Alors, il y a eu des études pendant l'ère de Covid. On a étudié les femmes qui ont eu des accidents thromboemboliques
et rechercher qu'est-ce qu'il faut faire de manière préventive pour éviter ces accidents. Et on a cherché ces femmes-là la prise de traitement hormonal, que ce soit œstrogène, progestérone comme contraception, que ce soit traitement hormonal de ménopause, ou que ce soit chez les femmes qui sont sous anti-œstrogène, qui est le Nolvadex ou le tamoxifène. Eh bien, ça a été étudié et le Collège national des gynécologues médicaux a fait des études et a donné des recommandations. Alors, les recommandations sont, en fonction du risque, définir le risque de maladie thromboembolique chez les femmes COVID non hospitalisées, définir la sévérité de l'atteinte du COVID, est-ce qu'il y a un tableau inflammatoire ou non, évaluer les rapports risques de la prescription de traitement anticoagulant et préciser le type de traitement hormonal si certains états étaient associés à un risque en thrombembolique. C'est-à-dire, on a étudié un peu, on a voulu un peu étudier la maladie thrombolique et surtout la maladie thrombembolique chez les femmes qui sont sous traitement hormonal, soit contraception, soit traitement hormonal substitutif. Bon, dans le traitement de contraception, on a étudié toutes les contraceptions, on sait qu'elles peuvent donner des maladies thromboemboliques et surtout dans la période du postpartum, et on a donné des recommandations. Alors, si pas de facteur de risque surajouté, c'est-à-dire une femme qui a une COVID, elle est sous contraception orale. Si pas de cas, elle fait un Covid, c'est pas de maladie sévère, eh ben, on dit on peut continuer la contraception avec une contention. Une contention des membres inférieurs. Deuxièmement, 6 facteurs de risque surajoutés, c'est-à-dire il y a alitement, il y a fièvre et forme de contraception. Il ne faut pas arrêter la contraception, mais il faudrait associer des anticoagulants à type tels que l'énoxaparine, d'accord, jusqu'à la guérison. C'est-à-dire il faudrait continuer la contraception jusqu'à la guérison. Troisièmement, contraception hormonale. Si elle est sous contraception hormonale progestative, dans le cas-là, tel qu'en dehors de l'acétate, en dehors de la contraception injectable, on vous dit, ce type de contraception n'a pas d'effet sur la coagulation, donc on continue la contraception sans aucun problème. C'est-à-dire on ne va pas ajouter les médicaments, sauf s'il y a des maladies inflammatoires maternelles. Dans ce cas-là, il faudrait traiter la COVID comme il faut avec des anticoagulants. En cas de traitement hormonal substitutif, s'il y a des œstrogènes par voie orale, il augmente le risque. Dans ce cas-là, il faudrait arrêter. Si par voie de facteurs de risque surajoutés, pas d'héparine à bas port moléculaire. Si facteur de risque surajouté Covid, eh ben, dans ce cas-là, il faudrait donner des anticoagulants, l'estrogène par voie orale, donner du gel ou des patchs d'œstrogène, c'est-à-dire on va changer la voie orale. Si la femme elle est sous anti-œstrogène, le tamoxifène, le tamoxifène lui-même, il augmente les maladies thromboemboliques. On vous dit, si pas de facteur de risque surajouté et Covid, peu sévère, poursuite le traitement. Si facteur de risque, ajoutez des anticoagulants. Alors, un petit rappel un peu qui est important sur contraception et maladies vasculaires et veineuses, pour vous rappeler que un risque, c'est un sujet normal de développer une maladie thromboembolique en dehors du veineuse, le risque, il est naturel de 5 à 10 pour 100 000 années femmes. Le risque augmente si vous prenez des contraceptions œstroprogestatives. Alors, ce risque, il survient pendant la première année de prise de contraception, c'est-à-dire pendant la première année, vous pouvez avoir une maladie thromboembolique, ou le risque est multiplié un risque relatif par 11. Et surtout, s'il y a un facteur de risque, c'est tout quand il y a des maladies de thrombophilie familiale, l'âge, l'obésité, l'alitement, le post-opératoire, tout ça peuvent entraîner des maladies thromboemboliques et prise de pilules. Le risque a été largement décrit dans la littérature sur le rôle des œstrogènes. Vous diminuez les œstrogènes, le risque est diminué. Le risque ici, il est présent quel que soit le type de progestatif, c'est-à-dire on change les progestatifs, vous avez la même dose d'œstrogène, le risque il est présent, qui confirme un peu que ce n'est pas le progestatif qui est cause de maladie thromboembolique, mais qui est les œstrogènes. Et en plus, ça, et le risque, il y est toujours dans certaines périodes, telles que la grossesse, le premier trimestre, le péripartum, la perforation, les IVG. Quand il y a les IVG, par exemple, le risque, il est 100 fois pour 10 000, 50 femmes pour 10 000 femmes, 50 maladies thromboemboliques. Et vous savez que le risque naturel était de 4 à 5 pour 100 000. Alors, quand il y a l'IVG, vous avez ce risque thromboembolique qui est présent. Et de là, il est impératif de donner des contraceptifs pour éviter
ce type de complications. Alors, je reprends un peu l'obésité, les facteurs génétiques sont présents, le tabac, la grossesse mutilée par 5, l'obésité et la contraception du postpartum, de péripartum qui est présente. Alors, le type de progestatif, ça n'influence pas, ce n'est pas le progestatif. Alors, on recommande, bien sûr, on recommande de baisser les œstrogènes dans la pilule, ce qui est une réalité, ce qui est un fait. Mais en baissant les œstrogènes, la pilule va avoir quelques effets, ce qui est l'intolérance, en particulier les jambes lourdes, les douleurs de sein, les mastodénies, et qui peut avoir des spottings, des modifications de cycle. Alors, l'accident vasculaire est lié. Eh bien, on connaît maintenant l'accident vasculaire, que ce soit l'infarctus ou l'AVC. Eh bien, ça, c'est infection vasculaire. Il est présent quand il y a des risques. Des risques jusqu'à l'âge de la malade, au-delà de 35 ans, tabagisme, hypertension, diabète, migraine. Quand il y a un trouble de dyslipidémie, les triglycérides au-delà de 2 grammes, eh bien, il y a un risque de contraception et un risque vasculaire en prenant la pilule œstroprogestative. Et surtout, pendant cette période de Covid, il est impératif, il est conseillé de faire une consultation, programmer sa consultation télémédecine, de faire la consultation et d'agir. Et en rappelant qu'un seul risque, un seul facteur de risque, le risque relatif est de 4, mais si vous avez 2 facteurs de risque, le risque relatif remonte à 11, ce qui est important et qui peut entraîner une gravité maladie thromboembolique, voire le décès de la patiente. Métabolisme de lipides et contraception, les œstrogènes augmente tous les paramètres. Ce qui est important dans les progestatifs tels que norgestrel, désogestrel, vous pouvez avoir l'augmentation du taux du bon cholestérol. Alors, le bon cholestérol fait rentrer le cholestérol au niveau des cellules. Il ne laisse pas le cholestérol ou la graisse dans les vaisseaux qui risquent d'entraîner des lésions entéromateuses, voire obstruction, et qui risquent d'entraîner. Donc, ces pilules et surtout ces progestatifs de deuxième, troisième génération vont entraîner un bon cholestérol et qui va diminuer un peu les maladies thromboemboliques et les maladies vasculaires vues pendant la prise de pilule et surtout vues pendant à l'ère de la pandémie Covid-19. Voilà, je pense que c'est terminé. Je vous remercie. Je pense que le topo a engendré un peu toutes les directives qui ont été données par les organismes, et j'ai dit, ce n'est pas un problème de santé publique nationale, mais qui est mondial, que la FIGO ainsi que la FIGO, l'OMS, tous les directives des collèges, les collèges nationaux, internationaux, que ce soit français, américains, même algériens, a donné des directives en fonction de comment gérer la consultation de contraception à l'ère du Covid-19. Et je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, bon, on est là. C'est bon? Il y a quelqu'un qui... c'est bon? Et alors? Alors oui, j'ai 2 questions à dire. Alors, il y a un médecin qui passe. Ah, ça y est. Quel la grossesse à l'ère du Covid, non? Alors, il y a 20 participants ici, il y a 2 questions. Je ne sais pas si... 2 questions. Alors, merci Madame Boulfoul pour la mise au point de la protection des sages-femmes. Pourquoi le virus n'était pas reconnu?
Hein? Tu peux écrire ou la répondre? Voilà. Mhm. Je n'ai pas touché, hein. Voilà. Alors, euh, merci pour la question. En fait, c'est pas que le virus n'a pas été reconnu. Nous avons une pandémie mondiale à laquelle personne ne s'attendait. Et donc, ce virus euh, est un virus nouveau. La réponse de tous les pays par rapport à ce virus n'était pas encore, c'est-à-dire la réponse ne pouvait pas être prévue à l'avance. Et même, vous avez vu, comme on l'a dit, que ce soit les orientations de l'OMS ou certaines agences onusiennes, face à cette pandémie, face à certaines recherches et constatations, donc elles ont fait ce qu'on appelle elles ont mis en place des orientations et des recommandations. Car comme vous l'a dit professeur Khoudia, et comme on le dit toujours, euh, les prestations de santé, les prestations de planification familiale ne peuvent s'arrêter. Ce n'est pas des prestations qui doivent être interrompues. C'est vrai qu'il y a eu une priorisation des interventions, une priorisation des structures dans beaucoup de pays. Elle s'est faite parfois au détriment des centres de planning, ce qui est une erreur en soi parce que les femmes n'arrêtent pas de faire n'arrêteront jamais. C'est-à-dire les grossesses en continu. Le Oui, oui. désir de grossesse dépend du choix des personnes. Donc, il faut toujours assurer la grossesse et il faut assurer la contraception. Parce que comme vous l'a dit professeur Rodja, moi je ne voulais pas intervenir sur ce volet tout à l'heure, la poursuite de la contraception aussi, c'est aussi un moyen de lutter contre la mortalité maternelle. C'est une des orientations et de recommandations essentielles. Quant au virus, personne ne connaissait ce virus et le monde entier a été pris au dépourvu. Donc, la reconnaissance du virus, je ne sais pas si on peut parler de reconnaissance du virus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Il y a une question là. Hein? Alors, il y a une question de IBT qui est-ce qu'on doit arrêter la contraception orale si la patiente est contaminée? Alors, il y a des recommandations, j'ai dit tout à l'heure de l'OMS. Il dit alors, quand la femme est contaminée, il y a des contaminations légères, heureusement 80-85% de contamination légère. Et dans ce cas-là, contamination légère, il n'y a pas de signe clinique. Et s'il n'y a pas de facteur de risque, la femme va continuer sa contraception normale. S'il y a des signes cliniques tels que le fièvre, tout, tels que l'altération des reins, il est impératif de continuer la pilule, sa pilule et de proposer un traitement anticoagulant. On dit on propose, on ne change pas, on propose un traitement anticoagulant. Maintenant, s'il y a des facteurs de risque, voilà, elle était jeune, elle avait 34 ans, maintenant elle arrive à 35 ans, fumeuse, ou elle a pris du poids, un peu obèse et a contaminé. Et il est préférable de changer sa contraception, diminuer une contraception microprogestative ou diminuer la contraception par une contraception mini-pilule, ça diminue les œstrogènes. Pour éviter, bien sûr, l'aggravation des maladies thromboemboliques qu'on a vues tout à l'heure. Alors,
Alors, j'attends des questions surtout pour la disponibilité des produits. Est-ce qu'ils sont disponibles? Et ça, c'est le problème. C'est un problème, j'ai dit, de santé publique mondiale. Et ça, ce n'est pas que ça, c'est l'État qui doit agir. Ce n'est pas en remboursant des anticoagulants, etc., mais à fournir des contraceptions gratuitement, c'est-à-dire surtout dans cette période qui est un peu spéciale, gratuitement, à permettre aux pharmaciens de délivrer des données de contraception, à permettre aux pharmaciens, par exemple, s'il n'y a pas de consultation, surtout dans des endroits un peu éloignés, de faire des consultations pour éviter la surcharge de des boxes de consultation, un rendez-vous par télémédecine, un examen, un interrogatoire, proposer tel type de contraception, partir chez le pharmacien, lui donner la contraception, permettre au pharmacien de prendre la tension artérielle, d'accord, pour faire un examen. Si la femme est jeune, il n'y a pas lieu de faire un prélèvement sanguin. Il n'y a pas lieu de faire un prélèvement euh, bactériologique pour indiquer, par exemple, un dispositif antérieur. Les prélèvements peuvent être faits au moment de la consultation. S'il n'y a pas de facteur de risque, il n'y a aucun problème. Toutes les contraceptifs sont valables. C'est-à-dire, on vous dit, ils sont valables, sont efficaces, et en fonction de la disponibilité, vous pouvez avoir des contraceptions, ça va du préservatif, qui reste aussi valable, préservatif associé au spermicide, et quand il y a des facteurs de risque, surtout facteurs de risque, ou quand vous doutez, quand la femme a des facteurs, ou elle est en période de postpartum, il est souhaitable de prescrire des microprogestatifs, que ce soit par voie orale ou que ce soit par voie locale, ou que ce soit par exemple l'implant contraceptif qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. J'espère que beaucoup n'ont pas pu écrire leurs questions, parce qu'il y a beaucoup qui sont branchés, mais c'est difficile par téléphone. Elles ne savent pas utiliser. Ah, ah d'accord. Bon, de toute façon, ils peuvent. Alors, les gens, vous pouvez vous organiser, vous pouvez poser vos questions, on va les répondre via site du planning. D'accord? On peut répondre à différentes questions possibles. D'accord? Allez, allez, bon courage. Hein? Je sais pas, il y a... C'est bon. Hein? Alors, je prends la parole. Ouais. Alors, puisqu'il n'y a pas eu de question, il y a un problème technique là pour certains. Alors, il y a un site web, AAFP, alors AAPF,
les si vraiment il y a eu des problèmes pour poser des questions et peut-être certains ont eu des problèmes pour se brancher, surtout si c'est à partir d'un téléphone. Donc, vous pouvez aussi transmettre vos questions, vos préoccupations au niveau du site web de l'association. C'est AAPFDZ attaché en minuscule .org. AAPFDZ.org. Voilà, merci. Auquel cas, ben, ils peuvent poser aussi par email. Je pense que certains ont eu le mail, donc ils peuvent aussi écrire à travers le mail et ça va être transmis aussi au professeur Khouja. D'accord, merci. À ce webinaire, nous remercions le professeur Khouja et on réitère nos remerciements, bien sûr, au laboratoire Organon MSD pour leur soutien pour toutes les activités qui concernent la santé reproductive et la planification familiale et même notre soutien à nous en tant qu'association. Merci beaucoup et merci à Hamza Azzi. Et merci aussi à la boîte de communication qui nous a soutenus durant tout ce webinaire. Je vous remercie tous, professeur Khouja. Merci, moi je dis merci, merci au laboratoire d'avoir organisé et surtout sans eux, on coule. Voilà, je dis merci à Aziz, merci à l'association du planning familial de m'avoir invité, parler un peu de la contraception. Je croyais que c'est un sujet qui était banal, mais effectivement c'est un sujet de santé publique et un sujet politique qu'il faudrait inciter et qu'il faudrait savoir gérer, parce que j'ai eu une comme question dans mon PMI, je n'ai aucun contraceptif. Et Sacha, dans mon PMI, il ne faut pas arriver ça. Ça a été prédit. Au début, on prenait la chose un peu, avec le confinement, on prenait la chose un peu avec humour. Je dis, on va avoir un taux de natalité qui va être important. Non, ce n'est pas un taux de natalité. On va avoir un taux de grossesse non désirée. On va avoir un taux de grossesse à risque. On va avoir un taux de morbidité. On va avoir un taux de maladie thromboembolique qu'on a vu. Et c'est ça qu'il fallait gérer. C'est ça qu'il faut gérer. Et j'ai dit, il faudrait parler et en parler. Et surtout au pouvoir public, c'est-à-dire d'acheminer les contraceptifs, c'est-à-dire à des endroits où les femmes de ne pas arrêter le soutien au centre de planning familial qui ont été pratiquement, c'est pour ça qu'ils devaient être aussi parmi les structures priorisées dans le cadre de l'intervention. Oui, bien sûr. Je vous assure, par exemple, le FNUAP, les Nations Unies, par exemple, on a fêté 60 ans de pilules, 60 ans d'autorisation de mise sur le marché de pilules. Et on a considéré comme la pilule, ce n'est pas un gadget, mais c'est des médicaments qu'il faudrait produire, acheminer, qu'il ne faut pas qu'il y ait des ruptures. Parce que s'il y a des ruptures de ces médicaments qui empêchent la grossesse, eh bien, il va y avoir des grossesses non désirées, grossesses à risque, etc. Justement, parce que professeur Khouja, justement, le FNUAP a déjà... J'ai eu la chance d'assister à une formation sur le DMU, le dispositif minimum d'urgence. Oui. Et je pense que nous sommes un petit peu dans ce scénario, le dispositif minimum d'urgence, parce que dans les cas de catastrophe et dans le cas, par exemple, des situations d'urgence humanitaire, auparavant, on a toujours oublié la santé reproductive, mais on se rend compte maintenant que c'est un des domaines qui doit être pris en considération, car les femmes, comme le disent, n'arrêteront pas de faire des grossesses. C'est un phénomène normal d'abord et un désir humain légitime, d'une part, et aussi c'est un droit sur le plan, un des droits fondamentaux, c'est-à-dire la prise en charge des femmes pour éviter surtout la mortalité maternelle qui est un fléau, je crois, mondial. Voilà. Eh bien voilà, merci. Merci. Merci à vous.